Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré au mal logement des jeunes en Ile-de-France. 1,3 million de personnes étaient mal logées en Ile-de-France en 2022, sans oublier ceux qui vivent dans des conditions dépréciées, des conditions difficiles, comme par exemple les passoires thermiques. Parmi eux, très nombreux sont fragilisés par ces habitats indignes. C'est le cas de Racha, lycéenne concernée, qui se livre dans un documentaire poignant. Elle est sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et ça va être l'occasion évidemment de dresser un bilan de ce sujet et d'en parler avec nos invités en plateau. En culture, on souffle les 50 bougies du Point Virgule, scène artistique parisienne incontournable. Le Point Virgule ne cesse de se renouveler pour proposer le meilleur de la scène culturelle, artistique et bien sûr humoristique parisienne. De la conso, et ça concerne vos acquisitions immobilières. On va revenir avec Benoît Perrin sur la multitude de taxes qui entourent l'achat d'un bien immobilier avant, pendant et après. 4,5 millions de mal logés en France en 2025, dont 1,3 million en Ile-de-France. Alors ça, c'est les statistiques de 2022, mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur. Notre région est concernée par d'importantes problématiques liées au logement et certains vivent dans des conditions particulièrement indignes qui les fragilisent dans leur quotidien et dans leur trajectoire personnelle. C'était le cas de Racha, lycéenne qui s'est livrée dans un documentaire du 28 octobre dernier intitulé « Une chambre à elle ». J'aimerais qu'on écoute son témoignage. Je vis dans un 9 mètres carrés à 3 avec ma mère et mon petit frère dans un hôtel insalubre où il y a des hommes qui sont toute la journée alcoolisés, drogués. Dans les couloirs, nous sentons la drogue et l'alcool. Dans la chambre, il y a des cafards, des rats, de la moisissure. J'ai été privée d'une partie de mon enfance, dès mes 12 ans. Pour moi, c'est pas normal qu'une jeune fille de 12 ans, aucun enfant se demande où il va dormir ce soir. Ce n'est pas humain de faire vivre des jeunes enfants dans ce genre de conditions. J'ai été privée d'intimité. Et ce témoignage poignant, c'est malheureusement une situation qui ressemble à beaucoup d'autres dont on va parler en plateau avec nos invités. Racha Ibtissa, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On vous voit dans ce documentaire, on vous voit en plateau maintenant avec nous. Vous êtes une lycéenne engagée contre le mal logement. Vous êtes également présidente de Aucun élève sans toit. Éric Constantin, directeur de la Fondation pour le logement en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous. Naram Bramardi, parent d'élèves, membre du collectif Pas d'enfants à la rue d'Ivry-sur-Seine, et Avner Doucan, avocat en droit immobilier. Je suis drôlement bien entourée pour ce plateau. Racha, j'aimerais qu'on continue à parler de vous. S'il vous plaît, à quoi est-ce que ça ressemblait, votre logement? À quoi ressemblait votre vie? Et ce, pendant quand même 3 ans. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être sur ce plateau ce soir. Une vie à l'hôtel, ça ressemble à une survie, plutôt. Tôt le matin, je sortais très tôt pour arriver au collège, où je me réfugiais, entre guillemets. Le collège, finalement, l'école était un refuge. Hein. Exactement. Et donc, je passais toute ma journée au collège et j'occupais mon temps avec des activités extrascolaires. Et puis le soir, c'était le moment difficile où il fallait rentrer, où il fallait affronter cette dure réalité au final et traverser ce couloir où, comme on le voit dans l'extrait, il y avait des hommes et des femmes qui étaient alcoolisés et drogués à longueur de journée. Et puis des rats qui passent, des cafards qu'on voit sur les murs. Les toilettes et la douche étaient communes, donc on se les partageait. Donc pas d'intimité, évidemment. Exactement. L'adolescence, c'est une période très importante pour les enfants. Et très difficile. Exactement. Et avoir ajouté cette difficulté du mal logement et vivre au 115, c'était extrêmement traumatisant pour moi et pour ma famille. Et parce que vous viviez donc à 3 dans 9 mètres carrés. Exactement, nous étions 3 et puis il y avait toutes les difficultés auxquelles il fallait faire face. Donc je devais continuer mon parcours scolaire, mon parcours sportif. Bien sûr. Mes heures de bénévolat, parce que j'ai toujours été très engagée, j'ai toujours suivi le pas de ma mère. Et c'était un quotidien qui était extrêmement dur pour moi, mais je faisais avec, parce que je n'avais pas le choix. Je m'accrochais à l'école parce que pour moi c'était la seule solution pour m'en sortir. Ça permettait finalement, j'imagine aussi, d'oxygéner ce qui se passait
dans le logement et donc dans cet environnement qui n'était, j'imagine, pas sain, pas sécure pour un enfant, pour une ado. Éric Constantin, est-ce que cette situation, elle est douloureusement fréquente ? Elle est tristement et douloureusement fréquente sur rien que les enfants aujourd'hui qui sont logés à l'hôtel en Ile-de-France, à peu près 50 000 personnes et 24 000 enfants qui sont logés dans les hôtels au titre de la mise à l'abri de l'hébergement d'urgence. Mais vous avez aussi des personnes qui, malheureusement, et de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à être hébergées ou à être mises à l'abri. Environ entre 700 ou 1000 tous les soirs peuvent appeler les 115 des 8 départements franciliens et n'ont pas de solution. Et puis vous avez aussi, on vous a parlé effectivement des 1,2 million de personnes mal logées, vous avez des personnes qui sont dans des logements avec un bail, etc., mais qui sont dans des logements dégradés, dans des logements en situation de suroccupation, donc avec effectivement des 9 mètres carrés ou des 2 pièces, des 3 pièces quand on a plusieurs enfants, donc qui grandissent dans ces conditions et avec toutes les répercussions que ça peut avoir effectivement sur le développement, sur la relation parent-enfant, sur les problèmes de santé aussi. Et c'est très documenté sur ces situations. Donc là, il y a effectivement urgence, mais ça fait longtemps qu'il y a urgence en Ile-de-France sur la situation du mal-logement. Est-ce que c'est comme ça qu'on qualifie un habitat indigne? Est-ce qu'il y a des critères, pardon d'utiliser ce terme qui n'est pas très élégant, mais est-ce qu'il y a des critères finalement qui permettent de le définir? Alors, il est tout à fait élégant. Aujourd'hui, l'habitat indigne porte atteinte à la dignité des personnes. Donc dedans, vous allez retrouver effectivement un certain nombre de situations, de logements très dégradés, de logements d'hôtels non adaptés. Il y a des hôtels aujourd'hui qui sont utilisés et qui malheureusement n'offrent pas les conditions minimales. On a, nous, à la Fondation Abbé Pierre, on accompagne régulièrement des personnes qui sont dans ces hôtels pour dénoncer les conditions d'habitat. La solution, c'est pas... Alors souvent, on propose de changer d'hôtel, c'est bien, mais la solution, déjà pour les familles, c'est d'attendre un vrai logement et un logement parce qu'on décent. le rappelle, dans les hôtels aussi, il n'y a pas de cuisine. C'était d'ailleurs le cas du logement dans lequel vous étiez avec votre famille. Enfin, on imagine bien que du coup, c'est pas une vie. Non, c'est une vie en suspension, une vie entre parenthèses. Bien souvent, c'est souvent ce que nous disent les personnes. Et puis, il y a... Alors nous, on est plutôt face aux parents qui essayent au maximum, puisque la priorité des parents, c'est de protéger les enfants de cette situation de mal-logement. Malheureusement, les enfants ne sont pas dupes et voient effectivement, et certains d'ailleurs, vont faire les démarches à la place des parents, vont prendre part, et ça aussi, c'est inquiétant, quand un enfant doit parler au nom de ses parents pour essayer de trouver une solution. C'est pas le rôle d'un enfant aujourd'hui de sortir de la situation du mal-logement de ses parents et de sa famille. Et on casse en effet cette période de l'enfance et de l'adolescence, vous l'avez rappelé, qui est une période charnière et particulièrement délicate pour certains. Que dit la loi, Avenir Noucan, sur ce sujet? Alors, beaucoup de choses. beaucoup de choses. Déjà, il y a tout un pan civil qui va être amené par tout ce qu'on appelle la non-décence. Donc, quand on a une non-décence, c'est le décret de 2002 qui l'encadre. La non-décence, c'est le fait justement d'offrir un logement qui ne bénéficie pas de tous les critères de décence. Décence, ça va être quoi? Ça va Des fois, ça paraît un peu difficile à nommer, pardon, mais... C'est casuistique. En fait, tout dépend du cas. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, une bêtise, mais une fenêtre avec un carreau cassé, ça peut causer... ça peut être une nuisance suffisamment importante pour qu'on considère que... C'est une non-décence. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut distinguer, et c'est là que la loi est aussi un peu compliquée, c'est que on a ce qu'on appelle la décence et on a aussi ce qu'on appelle l'insalubrité. C'est deux choses qui sont différentes et qui ont des effets qui sont différents. Mais est-ce qu'un logement insalubre peut être jugé non décent? Oui. Ah oui, l'insalubrité, c'est l'échelle, entre guillemets, la plus importante sur les critères de la décence. Ah, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, exactement. C'est compliqué, je me prête au jeu, mais c'est important quand même de le préciser pour ceux qui nous écoutent aussi. Exactement. C'est extrêmement particulier, puisqu'en fait, la décence, ça va être, par exemple, le fait d'avoir des moisissures et des choses comme ça, et l'insalubrité, ça va être, par exemple, un logement qui va faire moins de 9 mètres carrés. Ça va être un logement sans fenêtre, une pièce à vie sans fenêtre. La présence de nuisibles, de rats, de... Nuisibles, bien sûr. Toutes ces choses-là font partie, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous le disais, il y a un plan civil et il y a un plan également pénal. Puisque à partir du moment où vous mettez des gens dans des situations telles que celle-ci... Ces personnes peuvent se retourner contre vous au pénal, exactement. Pour 2 infractions, la mise en danger de la vie d'autrui et le marchand de sommeil. On parlera évidemment des obligations des propriétaires et des bailleurs sociaux. Derrière, il faut aller en cours, c'est ce que vous décrivez dans ce documentaire. Naram Ramardi, on parlait de la fragilisation tout à l'heure des victimes du mal-logement. Ça a des conséquences directes sur l'école, où finalement c'est aussi une respiration et c'est aussi un refuge, alors c'est compliqué. Alors, c'est les deux à la fois, mais je dirais que tout d'abord, ça a des conséquences parce qu'on ne peut pas rester indifférent en tant que parent d'élève quand on voit que le copain ou la copine de notre enfant se retrouve dans cette situation de mal-logement ou de rue.
rentrer chez soi le soir et de se dire en fait où va aller cet enfant qui le lendemain va être présent à l'école. On a eu des enfants, le tout premier enfant avec lequel on a commencé notre collectif avec notre directrice d'école, les enseignantes, les enseignants enfin les membres du collectif. C'était un enfant qui avait à un moment donné commencé à montrer des troubles de la croissance qui ne grandissaient plus. Et au niveau, enfin, moi je l'ai connu en petite section de maternelle et ensuite en grande section, on remarquait que ce soit physiquement ou sur le comportement, que cet enfant se comportait toujours comme un bébé. C'est-à-dire, il revenait, il avait besoin d'être bien entouré. Donc des conséquences sur le développement de l'enfant. Sur le développement et voilà, tout à fait. Et donc derrière, évidemment, sur la capacité, j'imagine, d'apprentissage, sur le fait de s'intégrer à l'école. Oui. Justement, quel était le regard que vous posiez sur les autres et quel était le regard que les autres posaient sur vous? On parle souvent dans cette émission de harcèlement scolaire, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que c'est des choses qui sont liées ou au contraire, vous avez été relativement surprise par de la bienveillance, peut-être, d'autres élèves, d'autres familles? Dans mon cas, je n'ai absolument pas parlé de ma situation à mes camarades parce que j'en avais honte. Pourtant, la honte ne doit pas être de notre côté. J'en avais honte et je ne voulais pas leur en parler. Je voulais être comme eux. Simplement une élève qui va à l'école et étudie en essayant d'avoir son brevet. C'était avant tout ça. Et puis dans le documentaire Une chambre à elle, il y a une scène qui est très émouvante où on me voit dire à mes amis très proches que je vivais au 115. Et là, je leur explique ce que c'est que le 115. Et il y a un moment de sidération. Et il y a un moment de sidération. Mes amies, elles étaient très choquées. Et tout de suite, elles m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? On aurait pu t'aider, on aurait pu te prêter notre douche. » Et ce tissu de solidarité que j'ai vu avec elles, je l'ai revu partout dans ma commune avant. On a été extrêmement bien accompagnés par les associations à Ivry-sur-Seine, mais aussi par nos élus, nos parlementaires qui nous ont toujours soutenus dans notre situation et qui continuent aujourd'hui de soutenir les autres enfants qui vivent ça aujourd'hui. Ce tissu associatif, il est majeur, il est extrêmement important quand on veut répondre à ces problématiques, même si évidemment ils n'ont pas à se substituer à l'État et aux obligations derrière de l'État. Mais est-ce que c'est important de pouvoir compter malgré tout sur ces tissus de solidarité? Justement, les associations sont en proximité avec les personnes. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, hein, tout a fermé. Ce sont les associations de quartier, de proximité qui sont restées ouvertes et qui ont commencé d'ailleurs, qui ont changé, qui sont passées des activités sportives à la distribution alimentaire, qui s'adaptent très facilement. Et vous avez raison de le rappeler, elles ne doivent pas en tout cas se substituer à l'action publique. Et en matière de logement et d'hébergement, on rappelait les droits des propriétaires, effectivement, à louer des logements décents, mais il y a aussi le droit de l'État à mettre à l'abri les personnes qui sont en situation de rue, à ne pas remettre dehors des personnes qui ont été hébergées. C'est la continuité dans l'hébergement. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont mises à mal. On voit effectivement des plans de fermeture, moins en moins de places d'hébergement, moins en moins de logements aussi, des logements sociaux, puisque la plupart des personnes qui sont hébergées, quand elles peuvent accéder à un logement, c'est plutôt du logement social. Et là aussi, on est très inquiet. Donc il y a aussi une responsabilité aujourd'hui politique vis-à-vis de cette dégradation des conditions de logement et d'hébergement en Ile-de-France. Bien sûr, les associations font avec ce qu'elles peuvent. Elles font de manière bénévole, parfois aussi avec des subventions. Et là aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elles demandent aux collectivités parfois qui ne jouent pas le jeu des subventions, donc elles ne peuvent pas non plus dire trop de choses parce qu'elles peuvent aussi perdre leurs subventions si elles commencent à crier que c'est pas normal, etc. Donc il y a aussi tout ce jeu. Et donc à la Fondation, on a le luxe plutôt d'être indépendant puisqu'on vit exclusivement de la générosité du public. Ça nous permet aussi d'interpeller, de rappeler en responsabilité. Il n'est pas question d'attaquer ou de dénoncer pour dénoncer, mais bien de rappeler qu'il y a des lois et que ces lois, aujourd'hui, si elles étaient appliquées, on ne serait pas du tout dans la même configuration en Ile-de-France et au niveau national. Quelles sont les responsabilités de l'État ? Les responsabilités de l'État, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une indécence ou une insalubrité, en fait... ça peut entrer dans un volet pénal. Pénal ou civil. Mais le problème, c'est qu'en fait, et c'est là où le serpent un peu se mord la queue, puisque si on dit que l'hôtel social, il est insalubre, et que du coup, il ne peut pas accueillir du public, ça veut dire que du coup, on doit le fermer. Si on le ferme... Qu'est-ce qu'on fait puisqu'il n'y a pas d'autre solution ? Évidemment. C'est ça aussi la grande difficulté. Est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui en France justement de proposer des hébergements sociaux décents ?
moi, à mon niveau d'avocat, je ne peux pas vous dire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est une obligation légale, finalement? Normalement, on a l'obligation, il y a le droit au logement, bien sûr, qui est un droit qui est extrêmement important. Auquel d'ailleurs sont tenus les propriétaires. Hein. Oui, exactement. Le devoir d'un propriétaire qui loue son logement à n'importe quel locataire, prenons un exemple parisien, si le locataire considère qu'il n'est pas logé dans un logement décent, peut se retourner contre son propriétaire. Exactement, il pourra demander la réfaction du loyer avec une diminution du montant du loyer en fonction des critères de décence, non-décence qui sont... Donc ces leviers existent en tout cas sur les propriétaires privés. Voilà. Et on voit bien toute la différence. Et sur les propriétaires publics, on le sait, vous avez des HLM par exemple où il y a des ascenseurs qui ne marchent plus depuis longtemps. Bien sûr. Et il n'y a pas grand-chose qui avance. Non. J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait de ce documentaire où vous évoquez, Racha, les problèmes scolaires qui sont liés justement à cet habitat indigne. Scolairement, ça a été très dur parce que je suis née en Algérie et le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai dû l'apprendre et à l'écrire et à le parler très rapidement pour au moins avoir le même niveau que mes camarades de classe. Je me suis toujours battue pour avoir un bon niveau scolaire parce que pour moi, c'est la seule porte pour me sortir de cette situation qui est horrible. Et malgré le sommeil en moins, le froid, des conditions de vie horribles, j'ai quand même réussi à avoir mon brevet mention très bien. Et on sent évidemment cette émotion très vive que j'imagine vous revivez à chaque fois que vous regardez les images de ce documentaire. Le brevet que vous avez eu mention très bien, j'imagine que c'est une immense fierté. Comment est-ce qu'on arrive, d'un point de vue associatif, à permettre à ces enfants qui vivent dans des conditions similaires à malgré tout faire de l'école un parcours réussi? C'est tout simplement leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont entendus. On est là en tant qu'association de parents d'élèves ou les enseignants, qu'ils sont toujours écoutés et ils seront jamais abandonnés, qu'il y a toujours un endroit où ils peuvent se réfugier, que l'école est là aussi pour ça, que nous sommes là et que voilà, on est là pour les accompagner. Voilà, c'est surtout ça, vraiment les soutenir du mieux qu'on peut et que cette histoire, c'est l'affaire de tous en fait. Est-ce que quand on parle de l'habitat indigne des enfants, c'est encore plus compliqué que quand on parle de l'habitat indigne tout court? Pardon pour cette question, mais on pense à ces enfants qui doivent aller à l'école le ventre vide après avoir dormi pour certains dans la rue. Je pense à la nuit de la solidarité à Paris, par exemple, qui permet tous les ans, malheureusement, de mettre en lumière ce sujet-là. Est-ce qu'il y a encore plus de révolte quand on est dans le tissu associatif? Oui, bien sûr, mais la révolte, elle est... on est révolté sur plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, c'est quelque chose pour les parents et puis pour la société. Si on ne peut pas prendre soin des enfants de cette société, c'est qu'on a quand même manqué à nos devoirs et on met en péril, effectivement, non seulement la vie de ces enfants, mais on met en péril aussi le fait de comment on va vivre ensemble et quels vont, effectivement... Un enfant qui a passé toute sa scolarité, effectivement toute son enfance, toute son adolescence, dans les hôtels, dans les structures d'hébergement, quel adulte il va faire? Et effectivement, il y a des exemples, et tant mieux, et c'est normal qu'il y a des très bons exemples, mais il y a aussi des enfants qui sont en échec scolaire parce que justement, ils n'ont pas pu évoluer. Et quel regard, eux, vont poser sur cette société qui a quand même maltraité les parents? Des parents qui demandaient un logement, qui n'ont pas eu de réponse, des parents qui travaillaient. Souvent, à tort, on pense que les gens n'ont pas... Si, dans les personnes qui demandent un logement ou qui sont à la rue, la plupart, effectivement, il y a des salaires, pas élevés, mais il y a du salaire. Donc il y a quand même aujourd'hui une révolte et effectivement une attention particulière quand il y a des enfants parce que, encore une fois, c'est aussi un problème de société, mais c'est aussi un problème humain et un problème aussi des répercussions sur la santé graves. On parle notamment en habitat indigne, juste sur la question du saturnisme. Vous savez, dans ces vieux logements où il y a des peintures encore au plomb qui peuvent être accessibles et qui ont, quand les jeunes enfants ingèrent ces petites particules de plomb, effectivement, avec des conséquences très graves sur la santé, sur le développement de l'enfant. 3 000 enfants qui vivent à la rue, 45 000 qui sont directement victimes de mal logement. Aujourd'hui, j'imagine que vous témoignez, que vous partagez cette expérience avec d'autres jeunes, des jeunes qui peuvent être dans des situations similaires. Qu'est-ce que vous leur dites? Tout d'abord, moi, quand on a eu notre logement social, dont on voit d'ailleurs la scène à la fin de ce documentaire, au même moment, j'ai su qu'une de mes camarades au lycée vivait la même situation, mais qu'elle dormait dans la rue avec sa famille.
Et c'est là où j'ai vu que mon combat pour un logement digne ne s'arrêtait pas là et que je devais le poursuivre. Donc quand ça a été entre guillemets bon pour vous, pardon, hein, je schématise un petit peu, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail qui restait à faire et que c'était autour de vous. Et que c'était absolument pas fini pour moi. Donc avec des amis qui avaient également vécu la même situation, nous avons décidé de créer une association dans notre lycée qui s'appelle Aucun élève sans toit, du lycée Romain Rolland. En fait, ce n'est pas juste un nom, c'est surtout une promesse qu'on s'était faite au début, de ne laisser aucun de nos camarades seuls et de toujours les soutenir. On a pu faire ça grâce à des actions concrètes. On a organisé plusieurs récoltes de produits de première nécessité qui l'ont été après redistribués, ce qui a pu d'ailleurs les aider d'une certaine manière. Et puis nous faisons beaucoup le lien avec le collectif ivrien des élèves sans toit. Et il y a vraiment cette solidarité qui s'est créée entre les jeunes lycéens et les parents d'élèves du collectif. Et puis je trouve... Des goûters solidaires exactement. Aussi. Donc un moyen aussi d'agir en tant que parent d'élève ou en tant qu'enseignant, d'organiser des goûters solidaires qui permet quelque part aussi de payer des nuitées d'hôtel, de se mobiliser et de sensibiliser à l'échelle de tous les établissements. Et de créer du lien, j'imagine aussi. Vous disiez tout à l'heure que c'est quelque chose que vous n'aviez pas dit parce que vous aviez honte. J'imagine que quand on est plus proche des gens qui nous entourent, quand on sent qu'il y a cette familiarité qui s'installe, c'est aussi un peu plus simple peut-être de se livrer, en tout cas de commencer à évoquer les choses. Là, on n'évoque même pas les problématiques de logement que peuvent être les passoires thermiques, que peuvent être les personnes qui sont en demande d'un HLM, les ménages qui sont expulsés, les hébergements en structures diverses et variées. Ça aussi, ça existe. Oui, c'est une diversité aujourd'hui. Il n'y a pas une situation de mal logement, il y a des phénomènes de mal logement. Des personnes, la forme la plus sévère, effectivement, quand on est à la rue, mais après, quand on est hébergé, quand on n'a pas de domicile personnel. Quelque chose qui passe souvent aussi inaperçu, ce sont les personnes qui sont hébergées chez des tiers. Aujourd'hui, vous avez un minimum 200 000 ménages qui sont hébergés chez quelqu'un parce qu'ils n'ont pas de solution, donc ils ne sont pas hébergés dans les structures de l'État, mais qui sont hébergés chez des hébergeants avec toute la difficulté que ça peut engendrer. C'est une chaîne de solidarité finalement qui une chaîne de solidarité qui est intéressante. Attention aussi avec les abus aussi que peut avoir des gens qui profitent effectivement d'accueillir des personnes chez elles pour profiter des situations. Donc ça aussi, le SAMU social va sortir bientôt une étude sur le sujet. Vous avez raison de parler de ce sujet, c'est un sujet important. On le sait, c'est vrai aussi du côté de certains propriétaires qui sont dans des situations qui sont intenables avec des locataires qui ne payent plus leur loyer et qui donnent lieu parfois à des squats. Et là aussi, la situation est inextricable. Inextricable. À tel point que d'ailleurs, vous en avez certains qui nous contactent et quand ils voient que la procédure va être longue, que ça va être trop coûteux, etc., ils préfèrent vendre en cassant le prix et en perdant une grosse partie de leur investissement. Et c'est dur aussi. Après, parce qu'on sait que c'est des procédures qui sont très longues, très complexes, évidemment. Qui vont quand même de plus en plus rapides. Avec, depuis la loi Kasbarian-Berger, vous avez quand même une réduction de tous les délais de procédure. Nous, on le voit dans nos permanences, puisqu'on accueille beaucoup de gens qui sont en situation d'impayés, qui ne le sont pas par choix, qui le sont par vraiment des difficultés. Il y a quand même des gens qui sont en situation d'impayés, qui arrivent, et la majorité arrive à régler. Il faut un peu de temps pour solliciter des aides du département, le Fonds Solidarité Logement, etc., qui peut bénéficier donc à des propriétaires, et donc on repart à zéro, et c'est très bien. Mais vous avez effectivement des situations qui s'enquistent où il n'y a pas de possibilité, donc les propriétaires vont lancer des procédures, et malheureusement, nous on voit que ça va quand même de plus en plus vite. On a eu une personne qui a été expulsée, ça fait 9 mois que la procédure a démarré, donc ça a été très très vite entre le moment où elle a été assignée. 9 mois, c'est très très vite. Bien sûr, c'est très rapide par rapport au temps judiciaire, qui est le temps nécessaire pour que chacun fasse valoir ses droits et puisse bénéficier des aides dont il peut bénéficier. C'est extrêmement rapide. Qu'est-ce qui vous paraît à tous autour de la table aujourd'hui le plus urgent ? Mettre à l'abri les 3000 enfants qui dorment tous les soirs dans la rue. Au moment où on se parle, il y a 3000 enfants quand même qui s'apprêtent à dormir dehors avec leur famille, leurs frères et sœurs. Et souvent à l'école, on nous dit qu'on est l'avenir de ce pays. Mais moi, je voudrais bien savoir comment on peut être l'avenir de ce pays alors qu'on dort à la rue et dans des conditions indignes. Le droit au logement est un droit inconditionnel. Et je tiens juste à rappeler que le 20 novembre 1989, donc la Journée internationale des droits de l'enfant, a été signée par la France, cette convention qui protège les enfants. Et dans cette convention, il y a un point qui nous intéresse, c'est le droit au logement pour ces enfants-là, quelles que soient leurs origines, leur religion. Bien sûr. Qu'importe. Le droit au logement. Juste un droit au logement inconditionnel pour ces enfants-là. Et commencer peut-être par respecter la loi et
nous avancerons, je pense, avec les différents le tissu associatif qui est très mobilisé. Associatif qui se mobilise au quotidien pour ces personnes-là. J'avais une question un peu d'ordre politique, parce qu'on sait qu'il y a différents échelons de responsabilité, donc derrière de compétences, évidemment. Quelles sont les compétences d'une ville comme Paris, par exemple, sur le logement social ? Alors la particularité, c'est que Paris est aussi un département. Exactement, c'est pour ça que c'est particulièrement complexe. Il y a une double, notamment les départements aujourd'hui en termes doivent héberger les personnes, notamment quand il y a des situations des enfants de moins de 3 ans. Ensuite, c'est plutôt pris en charge par l'État. Mais peu importe, j'allais dire même pour les familles, c'est incompréhensible de savoir qui doit effectivement héberger. C'est incompréhensible, je vous le confirme. Pour avoir cherché tout à l'heure, voilà. Je trouve que c'est très peu lisible. Mais les textes sont assez clairs. Après, il y a ce renvoi aussi qui est pas sain entre collectivités. C'est pas de ma responsabilité, c'est plutôt la vôtre, etc. Donc attention. Mais en tout cas, aujourd'hui, la loi est claire sur le principe qu'il ne peut pas avoir de personnes à la rue, qu'il y a une mise à l'abri qui doit être proposée. Une fois qu'elle est proposée, il y a une continuité dans l'hébergement. Il y a effectivement, on l'a rappelé, aujourd'hui la loi droit au logement opposable qui existe, qui est malheureusement difficilement appliquée, mais qui, pour nous, peut être appliquée effectivement si tous ensemble, et il n'est pas question d'opposer les collectivités, les propriétaires, les locataires. Je pense que c'est tous ensemble qu'on va, et d'ailleurs aujourd'hui, les propriétaires logent des 25% des franciliennes et franciliens. Donc tout le monde est embarqué dans cette barque. Et donc je pense qu'il faut aussi travailler tous ensemble, mais s'assurer qu'on ne laisse personne au bord de la route. Aujourd'hui, on en laisse beaucoup. Et juste penser que la solidarité, aujourd'hui, ce n'est pas un risque, c'est une chance et on doit effectivement s'en saisir. Et c'est l'affaire de tous. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous parler de ce sujet du mal logement. Merci beaucoup Racha Ipsem et merci pour votre témoignage. Merci à vous. On passe tout de suite à l'entretien culture. Le Point Virgule fête ses 50 ans, l'aventure d'un café-théâtre qui a su s'imposer comme un lieu de culture incontournable, scène de l'humour par excellence et puis pépinière de talent aussi, dont on va parler évidemment avec Antoinette Collin. Antoinette Collin, bonjour, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci. Vous êtes la directrice artistique du Point Virgule et j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire ensemble à l'occasion de ces 50 ans. Comment ça a commencé le Point Virgule ? C'est une année phare, c'est les 50 ans du théâtre. Voilà, donc ça a démarré en 75 avec, dans un premier temps, ça s'est appelé la Veuve Pichard. Tout à fait. Pendant à peu près 2 ans. Et puis après, ça a continué avec le Point Virgule. Initialement, c'était toute l'équipe, Martin Lamotte, Claire Nadeau, Anémone, enfin voilà, toute cette équipe de fous furieux, j'ai envie de dire, avec plus une programmation de comédie. Voilà, et après, Christian Varini, le fondateur du Point Virgule, lui a apporté vraiment le one-man show, le stand-up, avec évidemment les années fortes, Jean-Marie Bigard, plein de gens, Florence Foresti. Oui, qui ont émergé grâce au Point Virgule. Exactement. Et puis plus récemment, après, on a eu des gens comme Panayiotis Pasco, Fari, Bérangère Krief. Voilà, donc c'est vrai que 2025, on ne pouvait pas ne pas faire un gros clin d'œil. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va faire une sorte de festival, 5 mois pour célébrer 50 ans d'histoire. C'est génial, voilà. Avec autant d'occasions de fêter ces artistes et de les retrouver sur scène. J'ai ouvert la porte à tout le monde. En gros, je me suis dit, je vais appeler tous les artistes que j'ai le plaisir de croiser depuis quelques années déjà. Et je vais leur proposer de venir sur scène. Exactement. Et on a aussi bien des gens qui ont démarré il y a 20-25 ans que ceux qui ont démarré il y a 5 ans. Exactement. Ouais, c'est super. En 2005, Jean-Marc Dumontet a repris la direction du Point Virgule. Qu'est-ce que ça a changé ? Beaucoup de choses. Ce qui est super, c'est qu'il a gardé l'essence artistique du lieu. Après, il a apporté des moyens, c'est tout bête, mais nous, on sortait quand même d'une époque, j'allais dire, post-68 art, avec briquet de broc, mais tout était faisable. Mais c'est aussi ce qu'on aime au Point Virgule. On n'aurait pas fait la moitié sans cet esprit-là. On était des cow-boys, un peu des temps modernes. Et voilà, mais moi, j'ai le souvenir, les tickets d'entrée, c'était des petits tickets, vous savez, on tamponnait, quoi. Tous les jours, on changeait la date. Voilà, mais c'était très, très drôle, complètement. Et puis, Jean-Marc Dumontet a apporté une logistique de billetterie, des moyens de mieux communiquer. C'est important aussi. C'est magnifique. Après, ce qui a été vraiment chouette pour le Point Virgule, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas du tout les moyens d'attaché de presse ou de plans de communication média. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, ça a été le cas grâce à Jean-Marc, mais avant ça, les meilleurs ambassadeurs, ça a toujours été les artistes. C'est-à-dire que tous les artistes partaient partout en province et ils disaient aux gens, revenez, montez à Paris. J'ai commencé au Point Virgule. Voilà. Donc, non, on a eu des ambassadeurs magnifiques et après, effectivement, les moyens que Jean-Marc Dumontet a apportés nous ont facilité la tâche. Mais il y a toujours un relais et puis un esprit Point Virgule très, très fort.
Ce qui est amusant, c'est que c'est une des plus petites salles parisiennes. Vous en avez fait un atout formidable, proximité évidemment entre les artistes et le public. Il y a presque une idée de communion avec des échanges qui sont fréquents, des arrêts dans les spectacles. On s'arrête, on discute avec le public, on refait une vanne, on repart. Et cette intimité, finalement. C'est vraiment le stand-up. C'est-à-dire qu'initialement, maintenant on appelle ça stand-up, ça a toujours été du seul en scène, du one-man show. Mais le stand-up a cassé ce qu'on appelle le 4e mur. Et c'est vraiment cette idée d'être dans l'interactivité. Après, faut-il encore avoir ce talent-là ? Certains l'ont. Donc certains, beaucoup l'ont, mais tous ne l'ont pas de la même façon. Ouais, c'est pas évident. Donc, et puis on voit les gens directement, on voit leur regard, on les entend respirer, on les sent, on sent la salle, quoi. Voilà, on peut recevoir du poustillon, donc. C'est vrai. Donc non, c'est très très sympa. C'est aussi une expérience. C'est une expérience. Et puis au point virgule, on a jusqu'à parfois 7 spectacles par jour. C'est énorme. Et on a des gens qui sont des vrais boulimiques d'humour et qui vont rester 2, 3, 4 spectacles par soir. Et donc, ils ont ce sentiment. Et moi, ce que j'aime, c'est programmer et de me dire que je ne vais pas décevoir le public, évidemment. Donc, quand un artiste vient voir un style d'écriture, une rythmique particulière, qui sort de là enchanté, il enchaîne avec un autre spectacle qui est complètement différent. Et là, vous vous dites, j'ai réussi mon coup. Ben voilà, modestement, je me dis que c'est cool, je les ai eus, quoi. Et puis l'équipe, voilà, c'est la personne à la billetterie place le public. Enfin voilà, c'est une petite équipe. Dis un petit mot toujours assez humoristique. Exactement. Avant de commencer. Ça fait partie du charme du lieu. Tout le monde met le. Chauffe un peu la salle aussi. En tout cas, moi, quand j'y vais, j'ai eu des âmes de chauffeurs de salle, ce que je trouve très rigolo et très sympa, surtout pour les humoristes. C'est vrai. Je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une pépinière de talent. L'idée, c'est quand même de faire monter des gens sur scène qui peut-être n'auraient pas eu la chance dans d'autres salles. Est-ce que vous voyez véritablement comme un incubateur ? C'est vraiment l'essence du point virgule que d'être là à l'origine de l'origine. Après, c'est vraiment une rythmique de travail qu'il faut réussir à instaurer, une rigueur. Oui, parce qu'il y a le niveau qui doit être proposé, qui doit être toujours... Ça bouge, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a ce qu'on appelle le tremplin, c'est la scène découverte du point virgule. En amont, pour y participer, il y a des auditions. Donc il y a vraiment des steps où ceux qui font partie des tremplins vont rester dans la course, si je puis dire. Ils vont bâtir leur spectacle. Donc au bout d'un moment, si j'ai de la place, je programme sur l'heure. Et au milieu de la programmation de la saison, il y a des rendez-vous extérieurs. Donc, il y a par exemple le Point Virgule fait son Olympia, c'est le gala annuel du Point Virgule, là, qui a lieu le 4 juin. Et là, c'est vraiment la douzaine d'artistes révélés de la saison 2024-25. Et tout le monde a envie d'aller à l'Olympia. J'imagine. L'Olympia, c'est pas rien comme ça. Voilà, disons que c'est tellement fort comme rendez-vous. On sait souvent que les artistes, même bien performés, perdent entre 20 et 30% de leurs moyens, c'est vrai. Voilà, donc vous sélectionnez 20-30% au-dessus. Exactement, ils ne le savent pas, mais non, mais il faut, parce que c'est vrai. Ça sera Mathieu Madénian, le chef de cérémonie, on va dire, le maître. Alors j'ai vraiment vu, j'allais dire, j'aime beaucoup Mathieu, ça fait des années qu'on se connaît, il a créé beaucoup de ses spectacles au point virgule. Et Mathieu, par exemple, c'est un exemple typique et très singulier, parce qu'il a beaucoup fait ses armes dans des comédie clubs, mais l'exercice du comédie club, qui est très dur, c'est déjà un challenge permanent, mais d'arriver au point virgule, c'est de nouveau se remettre en selle, si je puis dire, et réapprendre son métier. Parce que tenir un public sur 10 minutes, c'est une chose, sur 1 heure, c'en est Ça n'a rien à voir. Voilà. Puis être maître de cérémonie, c'est encore autre chose. Voilà, mais il excelle dans l'exercice. Tout va bien se passer. C'est super. Comment est-ce qu'on garde un regard neuf sur cette scène artistique ? Comment est-ce qu'on arrive à sentir, à avoir le flair de ce qui parce qu'on n'a pas le temps de se reposer. On est tout le temps sur le grill. C'est vrai, en vrai, il ne faut jamais décrocher, parce que depuis, on va dire, l'après-Covid a accéléré énormément cette vocation, si je puis dire. Et c'est tout bête, hein. Il suffit que je décroche une semaine, je reviens, il y en a 50 de nouveaux. C'est ça qui est dingue. Donc, mais comment on sait qu'on ne se trompe pas, qu'on ne passe pas à côté de quelqu'un de formidable ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais après, moi, si j'arrive à le défendre, parce que souvent, je prends un artiste, mais en le validant, si je puis dire, derrière, je sais qu'il faut que je... L'accompagne ? Faut l'accompagner, et il faut convaincre une équipe. Moi, j'ai des agents de billetterie, la communication, etc. Donc j'ai vous devez pitcher, quoi. Exactement. Ah oui, non, c'est pas... ça, et c'est tout bête, mais au point virgule, on choisit les artistes parce qu'on crée des soirées, une fois de plus, pour que le public puisse se dire, tiens, je viens 1 heure, 2 heures ou plus. Donc il faut vraiment avoir une harmonie. Qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une harmonie et une logique, évidemment. Absolument. Est-ce qu'il y a des temps forts qui restent gravés en vous, des moments peut-être plus que des noms, hein, si vous ne voulez pas en citer, ou si vous voulez en citer plusieurs. Il y a 10 ans, justement, chaque décennie, si je puis dire, on cherche l'idée du siècle. Il y a 10 ans, pour les 40 ans, on avait joué 40 heures non-stop. Mais 40 heures. Et donc aussi bien en continu. Donc je me souviens d'avoir apporté les croissants, faire la soupe à l'oignon
à 5h30. Les gens, on leur servait un bol de soupe à l'oignon et ils allaient voir les humoristes derrière. Les croissants à 7h moins le quart. Et l'équipe, on a dû dormir 1 heure et encore. Ça avait été 40 heures folles. Et c'est vrai que pour les 50 ans, il fallait trouver un autre délire. Vous vous êtes dit, on ne va pas faire 50 heures de... Non, non, parce que ça aurait été un petit peu Cette idée a été réchauffée. Mais je vous avoue que 5 mois de festival sur le papier, c'était magique. Et là, on a commencé que en mai et on tient. Hein. Mais c'est vrai que d'un coup, je me suis dit, mais qui ça va être cette idée folle? On regarde la bande-annonce justement pour avoir une idée de cette programmation. Programmation exceptionnelle de mai à septembre avec quand même, vous l'avez dit, 5 mois de folle programmation parmi lesquels on peut retrouver Elie Semoun, Fabien Olicard, Eric Antoine, Alex Vizorek, pardon, j'ai toujours autant de mal à le dire. Et puis évidemment, vous l'avez dit, des plus jeunes, des personnes qui sont en train d'émerger. Voilà, les derniers qui arrivent. Donc non, je suis très très heureuse et je tiens à remercier tous les artistes qui ont joué le jeu parce que je voulais vraiment pas harceler tout le monde parce que c'était compliqué. Donc j'ai lancé une première invitation, une deuxième, et puis après, c'était ma technique, si je puis dire, je leur disais, si, aussi, mais non, je disais, voilà, si tu ne me réponds pas, c'est que tu ne peux pas, c'est dommage de ne pas trouver une petite date sur les 5 mois, voilà, et ça marchait, du coup, j'ai des gens qui sont revenus, un peu passif-agressif, si je peux me permettre. Oh, mais non, c'est de l'amour. Non, mais quand je vois, par exemple, Elie, ce qui a été le premier à me dire oui, c'est génial, Alex Vizorek va nous faire justement un format particulier, Fabien Olicard, pareil. Verino fait ça. C'est la première fois que Verino joue au point virgule. Ouais. On a rempli en un temps record comme ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est des seuls en scène, c'est du one man, c'est du stand-up, mais derrière il y a des équipes qui travaillent. Et quand c'est un élan de groupe et que voilà, ils se disent que je parviens à faire venir ces gens-là au point virgule, les équipes me disent waouh, t'es trop forte. Voilà, donc je suis trop contente. Ouais, donc c'est le résultat de beaucoup de travail sur l'année, j'imagine. Voilà, donc merci à tous quoi. Est-ce que c'est important aussi d'aller prendre quelques idées, en tout cas d'aller s'imprégner de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait à l'étranger? Tout le temps. Oui, tout le temps. Qu'est-ce qui est bon en ce moment sur la... Pas d'artistes, pardon. Quels sont les pays aujourd'hui qui donnent un peu le ton où vous dites ah ouais là j'ai pris une belle claque? Moi j'aurais toujours autant de l'humour belge, mais j'ai l'impression que les Belges, j'ai l'impression d'être super ringard alors que pas du tout. fait mourir de rire. Sur le festival, on a Nikos qui vient, qui est super, qui lui-même a des associés, et puis ils ont créé le King of Comedy à Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Et c'est un comédie club qui marche de plus en plus, et ça permet, le fait d'avoir un fief permet que les gens se disent tiens, je vais tester. Et ça crée comme ça des viviers. Des synergies qui fonctionnent. Et il faut des lieux pour travailler. Et c'est vrai qu'à Paris, moi, je vais beaucoup dans tous les comédie clubs pour justement voir les nouveaux qui arrivent sur cette scène. Et c'est passionnant. Après, c'est quoi les marqueurs aujourd'hui? Les stand-uppers parlent de l'humour anglophone, etc. Oui. Alors, je suis d'accord, parce que initialement, on puise beaucoup... là-bas. Depuis quelque temps, moi je suis franco-espagnole et je trouve que la scène espagnole est très riche, Amérique latine aussi, de plus en plus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi des sollicitations pour des plateaux pakistanais. Enfin bon, c'est assez... voilà. C'est éclectique. L'humour devient tellement... Enfin voilà, il y a des publics partout. Donc il faut juste trouver une porte d'entrée qui fonctionne. Voilà. Mais c'est passionnant. C'est quoi les codes importants de l'humour aujourd'hui? À quoi vous êtes sensible quand... J'imagine qu'évidemment, il y a la magie de l'instant, il y a le talent, ça ne s'invente pas, il y a des choses parfaitement subjectives aussi qui rentrent en ligne de compte. Le plus dur, c'est le bluff. C'est vraiment quand vous êtes tout d'un coup surprise par la façon de traiter un thème et où on se dit « Ah, il m'a eu, on s'y attendait pas. » quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille énormément dans l'écriture. Ouais. Et c'est une singularité qui va révéler, qui va être très très forte. Est-ce qu'on peut être quelqu'un très bon à l'écrit, être un excellent... Vous parliez d'écriture. Est-ce qu'on peut écrire divinement bien et sur scène, il ne se passe rien? Ça, c'est délicat. Souvent, on fait des auditions où parfois on entend une écriture, il y a vraiment des punchlines. On sent qu'il y a du génie, mais l'interprétation n'est pas là, où il y a, j'allais dire un manque de charisme, c'est délicat. Ça ne s'invente pas, et puis ça se travaille, évidemment. Il y a ce qu'on appelle la vis comica. Tout le monde ne l'a pas. Elle se développe. C'est vraiment ce pouvoir comique, ce pouvoir comique, cette graine qu'on a en soi,
qu'on va justement développer à force de travail. Et puis le dur aussi dans ce métier, c'est l'entourage. Il faut se faire un entourage, ça peut être une personne, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne passe pas les steps sans accompagnement. Donc il faut un co-auteur, un auteur, un metteur en scène, et toujours se remettre en selle, toujours dans le doute et le travail. Antoinette Colin, est-ce qu'on peut rire de tout? Évidemment, tant que c'est bien fait. Mais il faut que ça soit bien fait, Exactement. Intelligemment. Vous y êtes sensible aussi? J'aime beaucoup. Parfois, on se dit, oula, où est-ce qu'il nous embarque? Est-ce que c'est une bonne idée? Et c'est vraiment, par exemple, je pense à un artiste qui est une nouvelle génération qu'on va voir sur les 50 ans aussi, quelqu'un comme Ethan Lalouse, qui aborde un petit peu de façon... ça reste du divertissement, mais il amène vraiment un regard sur toutes les situations un peu géopolitiques. Et c'est assez un regard... voilà, c'est pas simple, il le fait très bien. Parce que c'est un très bon auteur. Donc ça demande beaucoup d'intelligence, j'imagine, dans l'écriture et beaucoup de finesse. Et puis il faut garder toujours cette base de jeu. Voilà, c'est-à-dire que ça reste de l'humour, donc il faut pas être donneur de leçons, pas être revendicateur. Enfin voilà, il y a vraiment à ça, vous y êtes très vigilante aussi. Bien sûr, bien sûr. Oh, oui. On a eu quand même des gens. Voilà, ça a toujours un peu. Parfois, ça frise un peu, mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr. Oui. Donc là, on part pour 5 mois de programmation exceptionnelle jusqu'au 30 septembre pour célébrer les 50 ans du point virgule. Et puis l'Olympia, vous l'avez dit, le 4 juin 2025 avec Mathieu Madénian aux manettes. À quel moment vous vous direz, ça y est, on a coché un demi-siècle avec succès? Quand on fera la fête le 30 septembre. D'accord, le 30 septembre, vous allez refaire une fête. Bien sûr, donc après 5 mois de fête, vous refaites la fête. Une fête par mois. On a décidé qu'il fallait qu'on fête très bien. Voilà. Merci beaucoup Antoinette Colin d'être venue sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous parler des 50 ans du point virgule et de cette programmation exceptionnelle à cette occasion, mais aussi tout le reste de l'année. On sait que c'est facile de prendre des places et que ça reste toujours accessible. Exactement, 7 sur 7, on est ouvert, on ne ferme jamais. Voilà. Parce que vous faites aussi beaucoup la fête. Il faut, ça s'entretient, mais on est ouvert tout l'été. Enfin, c'est vrai qu'on n'arrête jamais. Moi, j'ai l'angoisse du théâtre fermé. Vous êtes boulimique du théâtre. J'essaye de me calmer, mais c'est pas faux. Merci beaucoup Antoinette Colin, c'était un plaisir. Merci. On passe tout de suite à la conso. Vous souhaitez acheter un appartement, c'est vrai qu'on vous répète assez qu'investir dans la pierre, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, acquérir un bien immobilier, c'est aussi s'exposer à un certain nombre de taxes avant, pendant et puis surtout après l'achat du bien. On va en parler avec Benoît Perrin. Bonjour Victoire. Bonsoir Benoît Perrin, vous êtes directeur général de Contribuables Associés. Et on va déjà parler un peu du contexte économique. C'est vrai que c'est un contexte économique particulier qui est marqué par un fort taux de dépenses publiques. Et puis l'État, on ne va pas se le cacher, a besoin d'argent. Et donc, il faut le trouver là où c'est possible. L'immobilier, c'est vrai que c'est une sorte de cible de choix. Alors, vous l'avez dit, la particularité de la France, c'est qu'on a des dépenses publiques qui sont très élevées. Donc, si vous avez des dépenses publiques très élevées, il faut des recettes très élevées. Et comme vous le savez, en France, on paie des impôts tout au long de sa vie sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on vend, sur ce dont on hérite et sur ce qu'on achète. Et là-dedans, l'immobilier est une cible parfaite, puisque comme vous le savez, vous ne pouvez pas partir avec votre appartement à l'étranger et vous êtes obligé du coup en quelque sorte de payer toutes les taxes qui sont de plus en plus importantes sur l'immobilier, puisque vous ne pouvez pas partir avec votre bien. Donc c'est une cible privilégiée pour les pouvoirs publics depuis déjà des années. Grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait une 50aine de taxes qui touchent de près ou de loin l'immobilier pour la modique somme de... Pour la modique somme de 90 milliards. 90 milliards, c'est à peu près 1 300 € par tête de pipe. C'est aussi simple que ça. Et ces 90 milliards, c'est effectivement beaucoup d'impôts. C'est donc une 50aine de taxes, vous l'avez dit, sur principalement 37 millions de logements. Sur les 37 millions de logements, vous en avez 80% qui sont des résidences principales, 10% des résidences secondaires et 10% des logements vacants. Oui, parce qu'on s'imagine que ce qui est très taxé, c'est le logement secondaire, la maison de vacances, le bonus, et en fait, pas tout à fait. Et en fait, pas tout à fait. Vous avez effectivement quasiment de tous les cas de figure, que ce soit le propriétaire ou que ce soit le locataire qui est taxé. Et il faut rappeler aussi que vous avez quand même, la France, à peu près, contient 60% de propriétaires. Donc vous avez... En gros, c'est le logement principal. C'était beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, on pense qu'il y a beaucoup plus de locataires que de propriétaires. En France, non, vous avez 60%. Est-ce que c'est vrai aussi en Ile-de-France et à Paris, sans donner le chiffre exact, mais est-ce qu'on est dans les mêmes proportions? Le contre-exemple, c'est effectivement Paris et l'Île-de-France, enfin plutôt Paris, où là, vous avez effectivement plus de locataires que de propriétaires. Parce que c'est inabordable. Exactement. Et vous avez aussi beaucoup de logements sociaux, qui fait que vous avez effectivement beaucoup de locataires. Est-ce qu'on a une idée, finalement, de quand on va être concerné par ces taxes? Est-ce que c'est dans toutes les transactions immobilières, donc on ne peut pas y échapper, et ça va de l'avant au pendant à l'après la transaction, ou ça dépend quand même de la typologie de bien? Comment est-ce qu'on sait si on est concerné?
Alors j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Non, je ne veux pas savoir. Quoi qu'il arrive, vous êtes concerné. Vous êtes concerné au moment de l'acquisition, au moment de la détention et au moment de la transmission. Alors au moment de l'acquisition, vous le savez bien, c'est surtout des frais de notaire. Bien sûr. Qui ont augmenté par ailleurs. Qui ont augmenté au niveau des départements. Effectivement, certains départements peuvent augmenter les frais de notaire. Alors les frais de notaire, vous savez, c'est un terme un peu impropre. Parce qu'on dit souvent dans le langage commun frais de notaire. Pour le notaire. On pense que c'est pour le notaire. Petit rappel très simple, les frais de notaire, c'est 7%. Vous en avez en fait 6% qui vont à l'État. Et 1% seulement qui vont, au notaire. Voilà. Donc en fait, on ne devrait pas parler de frais de notaire, on parle plutôt de droits d'enregistrement, parce qu'en fait, ce sont d'abord des taxes. Donc effectivement, à l'acquisition, frais de notaire, quand vous achetez un bien neuf, c'est surtout de la TVA. Donc ça, c'est pour la partie acquisition. Quand vous détenez un bien, et ben très concrètement, c'est surtout des taxes sur la propriété. Donc vous avez des impôts locaux, les fameuses taxes foncières sur le bâti, sur le non-bâti. La taxe foncière qui a explosé à Paris. Qui a explosé à Paris, effectivement. La taxe foncière qui a augmenté même au niveau national. Depuis 10 ans, plus 30%. C'est énorme. Imaginez comme c'est absolument monstrueux. Et plus 52% à Paris. Alors on rappelle qu'elle était... légèrement en dessous, en tout cas, de la moyenne. Exactement, c'est exactement ça. Donc, des taxes sur la propriété, impôts locaux, l'impôt, le fameux impôt sur la fortune immobilière. Vous avez des taxes sur la résidence secondaire, taxes d'habitation sur la résidence secondaire. Vous avez des taxes sur la location. Si vous achetez un petit bien quelque part, eh bien, vous avez logiquement des impôts fonciers, que ce soit un bien loué en nu ou encore en meublé. Donc, le fameux bien LMNP, par exemple. Exactement, voilà, qui dispose d'une fiscalité assez intéressante. Et enfin, au moment de la transmission, soit parce que vous vendez votre bien. Alors, si c'est votre résidence principale, là, bonne nouvelle. Ça va, non ? Il n'y a aucun impôt. C'est la première fois ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. D'accord. Donc, effectivement, la niche fiscale principale en France, en quelque sorte, c'est justement le fait de vendre sa résidence principale. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'investir dans la pierre et revendre, en tout cas quand c'est pour son achat de résidence principale, ça reste censé. Ça reste intéressant. C'est exactement, ça reste très intéressant parce que c'est vraiment presque le seul moyen de gagner de l'argent sans en payer. D'acheter un bien immobilier, par ailleurs. Je pense que c'est compte tenu surtout de la démographie. Et donc du fait que très probablement les retraites vont être de moins en moins importantes, je recommande à tout le monde d'avoir un toit à la retraite. Je crois que c'est vraiment le truc, la chose la plus importante à conseiller, c'est qu'il faut que le moment de la retraite vraiment mettre toutes ses chances pour ne pas avoir de loyer à payer, parce que si vous avez une petite retraite et vous avez naturellement un loyer important, eh bien vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Donc je crois que la priorité effectivement de chaque Français, c'est de se dire il faut quoi qu'il arrive que je fasse tout, en tout cas autant que faire se peut, pour avoir un toit au moment de ma retraite. Et donc le dernier point, c'est la transmission. Donc vous vendez, ou alors évidemment vous héritez, ou vous faites l'objet d'une donation. Et là, pour le coup, vous avez aussi des impôts à payer. Et je rappelle quand même que ça, c'est, je crois, assez peu connu. Si vous héritez d'un ami, par exemple, donc vous n'avez aucun lien de parenté avec lui, coup de chance. C'est rare, hein, quand même. C'est rare, mais ça peut arriver. D'accord. Ou d'une personne que vous ne connaissez. Voilà, que vous ne connaissez pas directement. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas de lien familial avec lui. Vous héritez d'un bien de 100 000 euros. D'accord, d'un petit appartement de 100 000 euros. Eh bien, les impôts vous prendront 60 000 euros. Donc, autrement dit, vous serez imposé à 60% sur le bien qui vaut 100 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, a priori? C'est très probablement vendre le bien. Donc, en fait, quand on hérite d'un bien qui n'est pas, évidemment, des ascendants, donc de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs et compagnie, vous êtes quasiment obligé de le revendre puisque les taux sont effectivement très importants. Et dernier point, et ça aussi, il suffit de regarder sa fiche de paye pour le voir, nos employeurs, dans notre bulletin de salaire, on le voit, cotisent aussi pour justement le logement. Et vous avez une ligne qui s'appelle Fonds national d'aide au logement, qui sont payés par nos employeurs, donc sur les cotisations patronales, et qui permet en gros de financer toutes les allocations en logement qui sont versées soit aux étudiants, soit aux personnes en difficulté. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Parce qu'on a les feuilles de paye. Voilà, maintenant vous le savez. Mais les feuilles de paye sont tellement illisibles. Oui, ça je vous le fais pas dire. Je regardais la fiche de paye d'un de mes collaborateurs, vous avez 32 lignes de cotisation en tout. Wow. Donc personne ne regarde ces 32 lignes. Et parmi ces 32 lignes, vous avez, encore une fois, ce fameux Fonds national d'aide au logement. Et vous en avez une autre, qui est la participation des employeurs à l'effort de construction, qui finance Action Logement, qui lui-même finance la construction, la restauration de logements sociaux. On en a parlé en début d'émission et on sait à quel point c'est important, évidemment, de pouvoir proposer des logements décents. Est-ce qu'il y a des taxes qui paraissent complètement anecdotiques, parfaitement hors sol quand on fouine un peu, quoi? Alors, quand on fouine un peu, on en entend parfois parler de la fameuse taxe d'aménagement ou la fameuse taxe abri de jardin. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est très simple. C'est qu'en gros, quand vous construisez un logement de plus de 5, une extension, un poulailler même, ça peut être un abri de jardin, une véranda, une extension, qui fait plus de 5 mètres carrés au sol et plus de 1,80 m en hauteur,
vous êtes éligible à une taxe. Très concrètement, si vous avez la chance d'habiter au rez-de-chaussée d'une résidence à Paris, vous avez un petit bout de jardin, vous décidez de créer un poulailler de 6 mètres carrés, eh ben vous devrez payer une taxe de 380 € au moment où vous créez en fait votre poulailler. C'est quelque chose d'assez. Eh ben c'est une taxe d'aménagement, c'est-à-dire que les communes se servent dès lors que vous créez en fait un espace supplémentaire, pas que pour vous, ça peut être encore une fois pour les animaux. Donc la taxe d'aménagement, vous avez aussi la taxe balayage. Là aussi, il n'y a que 5 communes en France qui l'imposent à leurs habitants, dont Paris. Vous avez la majoration sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Vous avez une liste de 3700 villes, plutôt des listes des villes balnéaires. D'accord. Donc si vous avez une résidence secondaire dans ces villes balnéaires, il y a des chances que votre taxe d'habitation puisse être plus élevée. Exactement, de 5 à 60%. Et la dernière taxe assez amusante, c'est la taxe d'archéologie préventive. Archéologie préventive. Dès que vous touchez au sol, globalement, vous creusez un petit peu pour un logement, parce que vous construisez un logement ou que sais-je, oui. Vous devez payer cette taxe qui permettra de payer des travaux de fouilles si jamais on trouve justement dans votre sol des objets, qui datent de très longtemps. C'est génial. Voilà. Et on imagine que tout ça, globalement, ça conduit à contracter le marché de l'immobilier. Alors voilà, ça contracte le marché de l'immobilier, c'est vrai, parce que vous êtes un peu dissuadé d'acheter de l'immobilier tellement ça coûte cher. Et puis le deuxième aspect dont on parle, je crois, pas assez, c'est que ça a un impact très concret sur les finances publiques des collectivités locales. D'accord. Sachez par exemple que les frais de notaire, c'est la deuxième ressource des communes et la deuxième ressource des départements. Donc, quand vous avez une crise de l'immobilier, vous avez quoi? Évidemment, moins de recettes pour les départements et les communes. Et donc, vous avez notamment des départements, notamment le département de la Charente ces derniers temps, qui s'est mis en quelque sorte sous la protection du préfet, parce qu'en fait, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Parce qu'il y a moins de transactions immobilières et donc moins de recettes. Exactement. Donc, moins de recettes immobilières, c'est moins de recettes pour nos collectivités locales qui dépendent beaucoup des ces fameux frais de notaire, mais aussi beaucoup de l'argent donné par l'État. C'est ce qu'avait expliqué la maire de Paris pour justifier en partie l'augmentation de la taxe foncière, par ailleurs. Exactement. Contraction du nombre de transactions immobilières. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent d'acheter ou de ne pas acheter? Moi, je pense encore une fois que l'immobilier reste quand même une valeur refuge. Oui. Et puis, c'est du palpable, c'est-à-dire que vous avez quand même de la pierre. La pierre, elle n'a pas, exactement, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Bon, on achète, mais on sait qu'on sera beaucoup taxé. Exactement. Mais en même temps, on peut dire que c'est un investissement qui, a priori, ne perdra pas de valeur. Et qui profite à l'État. Profite à tout le monde. Si je vous suis. Exactement. Merci beaucoup, Benoît Perrin, d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes directeur général de Contribuables Associés. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre les taxes qui entourent les transactions immobilières et donc nos achats immobiliers à venir. Un grand merci. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT, dans Bienvenue en Ile-de-France. Excellente soirée.